Mercredi 13 décembre 2017, messieurs, dames, bonsoir. Et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur la télévision Labari. Cela dit, un incendie s'est déclenché hier mardi à la station-service Oriba de la cité chinoise. Les feux qui ont calciné le camion qui était à l'origine ont également ravagé une partie d'une maison voisine à la station. Une situation déplorable et qui a suscité les réactions de quelques citoyens. Je vous propose de les écouter. Je pense que il faudrait revoir, il faudrait trouver une formule pour réglementer l'installation des stations à Niamey. C'est important parce qu'aujourd'hui vous allez voir des places stratégiques auxquelles normalement ce ne sont pas des stations, mais nous sommes en train de placer des stations. Certes, le Niger est un pays producteur de pétrole, mais il faut réglementer la création ou l'installation des stations-service. Parce que dans un quartier, quand une station prend feu, vous conviendrez avec moi que les enfants qui n'ont pas été à l'école, les petits-enfants, sont à risque, les maisons d'autrui sont à risque et vous conviendrez avec moi que le Niger est un pays pauvre et là, avec les maigres moyens, le citoyen qui arrive à construire sa maison a vraiment besoin de vivre jusqu'à sa mort dans sa maison. On doit vraiment formaliser ces genres de pratiques parce que vu les risques que les populations encourent, donc il faudrait vraiment y penser parce que parfois à moins d'un kilomètre tu vas trouver bon nombre de stations d'essence. Donc la question que je me pose à chaque fois, si une de ces stations d'essence prend feu, est-ce que ça va toucher l'autre et ainsi de suite. Donc je me dis qu'on est en train de placer des bombes à retardement et pour moi en tout cas il faudrait formaliser et vraiment réglementer donc ces genres de pratiques parce que je me dis qu'il y a des réglementations donc qui sont en vigueur au Niger. Il faudrait que ces règles soient appliquées vraiment par rapport à l'implantation de ces stations d'essence un peu partout donc, dans la capitale. Ce phénomène est malheureusement regrettable. C'est un phénomène normalement qui est censé être régi par des textes et notamment il peut y avoir une certaine distance entre les habitations et la soute. En tout cas, on est au regret de constater que la proximité entre les habitations et les stations d'essence, elle est flagrante. Et nous vivement, en tout cas, des lois pour réguler ce secteur. En termes un peu professionnels, on sait que pour être à l'abri d'un incendie, il faut être à 30 mètres au moins, sinon à 100 mètres. Donc, cette distance minimum doit être respectée. Il doit y avoir une autorité de suivi de conformité de ces stations. Et moi, j'ai vécu en live cet incendie, malheureusement, et c'était vraiment grave. Donc, nous espérons que, en tout cas, ça sera suivi de près par les autorités compétentes. Cette période de froid est une période d'utilisation par excellence des habits contre le froid. En effet, les marchés sont inondés de ces habits. Cependant, les clients se font rares. C'est le constat de notre reporter Asma Sedou dans ce reportage. Ils sont visibles un peu partout sur les différents marchés de la capitale. Ce sont les habits contre le froid. En cette saison froide, les clients viennent en compte-gouttes pour s'approvisionner. Je vends des pullovers, c'est la saison froide qui s'annonce. Les clients viennent à compte-gouttes. Les prix varient selon les bourses. Protéger ses enfants contre le froid, raison pour laquelle je paye ces friperies, en atteste cette cliente. Je viens payer des habits froids pour mes enfants et moi-même. On se prépare. Le froid provoque beaucoup de maladies. Tout parent doit protéger son enfant, surtout en cette saison qui s'annonce, afin de les préserver contre toute maladie liée au froid. C'est le point de départ des esclaves africains vers l'Amérique et l'Europe entre le 15e et le 16e siècle, mais devenu aujourd'hui un site touristique de renom. C'est l'île de Gorée
au Sénégal. Gorée, une île historique que nous vous ferons découvrir dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa. Gorée, une île à une vingtaine de minutes de Dakar sur l'océan Atlantique, a été découverte en 1444 par des marins portugais, précisément le navigateur Diniz Diaz. C'était en novembre 1975 que le patrimoine architectural de Gorée a été inscrit sur l'inventaire des monuments historiques du Sénégal et 3 ans plus tard, l'île figure sur la liste du patrimoine de l'UNESCO en 1978. Les premiers Européens qui ont foulé le sol de Gorée sont des Portugais. Après les Portugais, il y a eu les Hollandais. Après les Hollandais, les Anglais. Après les Anglais, c'est les Français. Parce que les Français ont chassé les Anglais et les Anglais sont allés directement en Gambie, au large de Gorée. C'est pourquoi la Gambie parle la langue anglaise. À l'époque, l'île s'appelait Bear. Bear était le premier nom de l'île. Bear en français, ça veut dire arbre à palabre. C'est après que les Portugais ont donné le nom Ilha de Palma. Pourquoi? Parce que l'île était entourée de palmiers. Après, les Hollandais ont donné le nom sur l'île à l'époque qui s'appelle Goederede. Goederede qui signifie la bonne rade. Ouais, la bonne rade en français. C'est après que les Français ont donné le nom Gorée. Gorée en Wolof, ça veut dire dignité. L'île fait 900 mètres de longueur sur 300 mètres de largeur. Pour tout visiteur sur l'île, la première remarque, c'est la diversité des couleurs des maisons. Les plus dominantes sont la couleur jaune, rouge, blanche, entre autres. Gorée, c'est une île qui a été entièrement rénovée par l'UNESCO. Parce que Gorée est placé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. C'est pourquoi personne n'a pas le droit de changer de couleur ou la construction des maisons. Parce qu'ils veulent garder l'architecture de Gorée. Gorée, c'était une île volcanique éteinte depuis 13 millions d'années. C'est pourquoi en marchant, vous verrez des pierres basaltiques, des pierres noires et des pierres volcaniques, des pierres rouges qui se trouvent en haut. C'est pourquoi Gorée a 2 parties. La partie haute habitée par des artistes, la partie basse habitée par des familles. L'île de Gorée, c'est aussi le grand centre de commerce d'esclaves entre le 15e et le 16e siècle. L'idée de l'esclavage vient d'un prêtre espagnol qui s'appelle Barthélemy de Lancanas en disant qu'il faut venir capturer les Africains. Et c'est à ce moment-là que les Portugais sont les premiers à déporter les esclaves vers l'Amérique ou vers l'Europe. Pourquoi les Portugais? Parce qu'eux, ils connaissaient bien l'Afrique avant le début de l'esclavage. Gorée s'étend sur une superficie de 27 hectares et compte plus de 1800 habitants avec plus de 1200 musulmans et 500 chrétiens. Dans cette commune, aucun engin motorisé ne circule, mais aussi aucun lieu de distraction. Une commune donc très calme qui attire beaucoup de touristes. Du sport dans cette édition, la Fédération nigérienne de taekwondo a animé un point de presse relatif aux dernières sorties des athlètes taekwondoïstes nigériens, notamment aux dernières joutes au plan mondial. C'était l'occasion de revenir sur les médailles remportées et de faire les points sur les perspectives à venir. Abdrazak Léo, Chebou et Gisso pour le compte-rendu. Ce point de presse se tient pour rendre compte des résultats réalisés au cours des dernières sorties des équipes pour cette fédération nigérienne de taekwondo. Il faut rappeler que Alphaga avait décroché la médaille de bronze. Pour le championnat du monde par équipe, le Niger a marqué d'une empreinte indélébile son nom dans l'histoire en battant la Chine 62-55 pour sa première participation. Ainsi, le Niger glane 3 points et se classe 3e de sa poule derrière l'Iran et la Côte d'Ivoire. Au Nigeria, à l'Open de Lagos, sur les 3 athlètes alignés, le Niger a eu 2 médailles, dont une en bronze d'Abdelrachid Lankwande et une en or avec Jibo Banya Kadri, accompagnée de la coupe de meilleurs athlètes. Toujours à cette compétition internationale, notre arbitre international, Alassane Kimba, a été désigné meilleur arbitre de la compétition. Toujours au Nigeria, à la Korea Cup, notre athlète féminin, Teket Ben Yessouf, avait décroché la médaille d'or. Au Portugal, où s'étaient déroulés les Jeux mondiaux paralympiques,
compétition réservée aux personnes handicapées. Le Niger, avec Ismaël Oumarou Gouzaïe, a perdu en quart de finale face aux États-Unis. Il faut noter à ce niveau aussi que c'est la première fois que le coach international Amadou Oumarou dit Cobra y assistait pour avoir l'expertise nécessaire et mieux préparer les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Récemment encore, les 18 et 19 novembre 2017, en France, le Niger a participé avec 5 athlètes et a obtenu 2 médailles, dont une en or avec l'icône Abdelrazak Issoufou Alfaga et une en bronze avec le jeune athlète de 16 ans, Mahamadou Maharana Amadou Toudjani, un jeune plein d'espoir. Et ce n'est pas tout, car en marge des préparatifs des Jeux olympiques de Tokyo 2020, notre fédération vient d'obtenir par le biais du COSNI 2 bourses olympiques pour nos athlètes qui sont Ismaël Yakouba Garba, Teket Ben Youssouf. Avec ces 2 bourses, nous comptons avoir d'autres athlètes qui accompagneront Alfaga aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Et pour ce qui est des activités de la FNT à court terme, le président Soumana Sanda m'a également chargé de vous informer que notre fédération organisera son 21e championnat national pour la première fois en dehors de Niamey. Ce grand rendez-vous est pris pour les 29 et 30 décembre 2017 dans la cité de Jarmakoy à Dosso. Comme à l'accoutumée, nous apprécions avec déférence à notre partenaire de toujours, Niger les SA, pour son soutien constant. À noter également que la Fédération nigérienne de taekwondo a été désignée Fédération de l'année, Abdelrazak Alfaga, homme de l'année, mais aussi que cette fédération manque cruellement de soutien des autorités en charge du sport malgré ses performances. C'est sur le thème problématique de la recherche, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine paléolithique et archéologique au Niger. Objectif, discuter et affiner les concepts de 2 projets culturels de grande envergure, Abdelrazak Léo et Aboubakar Souley. C'est une salle à moitié pleine qui a accueilli cette conférence sur la problématique de la recherche, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine paléontologique et archéologique au Niger. Notre conférence de ce soir sur le thème problématique de la recherche, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine paléontologique et archéologique au Niger dans le cadre de ce projet. Elle nous donnera l'occasion d'échanger sur le riche patrimoine paléontologique et archéologique dont regorge le Niger. En effet, des sites comme Tawashi et Gadafawa sont très célèbres. Il en existe certainement beaucoup d'autres. Autre, la dimension scientifique de la recherche qui permettra de parvenir à des informations précieuses sur la histoire de l'homme et de son environnement. La mise en valeur du patrimoine paléontologique et archéologique contribuera aussi à l'essor économique par la création d'emplois et le développement du tourisme et des activités connexes. Dans cet objectif, à travers le programme Ambassadors Fund for Cultural Preservation, le gouvernement des États-Unis a financé entre 2014 et 2015 un projet de protection et de valorisation de gravures robustes à Irfawan pour un montant de plus de $128 000. À cette occasion, plusieurs conférenciers se sont illustrés, parmi lesquels Bisa Williams, ancien ambassadeur des États-Unis au Niger. On pense d'abord de la situation sécuritaire, surtout après l'événement très tragique qui est arrivé ici il y a quelques semaines, où il y avait l'attaque contre la patrouille conjointe des soldats nigériens et américains. Et c'est un très douloureux appel
que le Niger n'est pas à l'abri de telle attaque. Mais ce n'est pas la seule histoire du Niger, n'est-ce pas? Les relations entre le Niger et les États-Unis sont très solides, reposent sur une base très solide. Et notre collaboration américo-nigérienne aussi est très forte. Mon espoir personnel et mes attentes sont que ces collaborations et ces relations restent très très fortes. À noter également qu'au cours de cette conférence, des questions-réponses ont eu lieu, mais aussi des projections d'images patrimoniales. Près d'une semaine après l'annonce de la reconnaissance du président américain de Jérusalem comme capitale d'Israël, l'Organisation de la coopération islamique a répliqué avec un sommet extraordinaire à Istanbul. Suivez le reportage. Une photo de famille qui cache bien des désaccords. Principal thème de ce sommet qui réunit à Istanbul les dirigeants des pays musulmans, la question de Jérusalem. Depuis la décision du président américain de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël, le monde musulman est profondément divisé. Dès l'ouverture de ce sommet, le ton est donné. La réponse de Mahmoud Abbas à Donald Trump est cinglante. Jérusalem est et restera éternellement la capitale de l'État de Palestine. Et il n'y aura ni paix ni stabilité sans cela. À partir de maintenant, nous n'acceptons aucun rôle des États-Unis dans le processus politique. Sur la même longueur d'onde, l'organisateur de ce sommet, le président turc, son objectif, rallier les pays musulmans contre la décision américaine. L'État de Palestine, depuis 1947, est tel que l'a défini le plan de partage des Nations Unies. Cela démontre qu'Israël est un État d'occupation et en même temps c'est un État terroriste. J'invite tous les pays qui défendent le droit international et la justice à reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale de la Palestine. À l'issue de ce sommet, les dirigeants musulmans ont appelé dans un communiqué le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Et cela devrait en rester là. Aucune mesure forte n'a été annoncée. Certains pays comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte ne voulant pas compromettre leurs bonnes relations avec Washington. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.